Bonjour à toutes et tous. Je tiens à remercier Anne Troadec et l'ISM pour cette invitation dont je suis très heureuse parce que ça me permet de partager avec vous mes travaux de recherche. Mais je voulais d'abord, parce que ça me semble important, je voulais faire un petit préambule avant mon intervention. Pour dire que il est difficile de rendre compte d'un travail de recherche qui suppose une distance, qui suppose voir un refroidissement de l'objet, dans le moment où une actualité dramatique est au premier plan. Donc, pour moi, c'était important de le préciser parce que sur ces questions-là, avec l'actualité qu'on connaît malheureusement sur la question de la laïcité, toutes les problématiques de ces derniers jours. Ce n'est pas toujours confortable, mais il me semble important de continuer ce travail de recherche pour ne pas tout mélanger. Bien sûr qu'on ne peut pas nier la réalité des faits, mais il me semble qu'il est nécessaire de rappeler à nouveau que chercher à comprendre, ce n'est pas excuser. Donc voilà, je voulais faire ce petit préambule parce que par rapport à mon intervention, ça me semblait extrêmement important. Alors, le livre qui est issu de ma thèse, Islam et école en France, une enquête de terrain, a été publié par les presses universitaires de Lyon en 2021. Alors, il me semble important de situer ma recherche. Donc, j'ai fait cette recherche de 2014 à 2018. Donc, c'est important de la situer en termes de temps. Alors, je vais commencer par une introduction qui sera la présentation de ma recherche, sa méthodologie aussi, rapidement. Ensuite, je vais m'intéresser aux principaux enseignements de cette recherche et je conclurai par deux termes, reconnaissance et requalification, qui sont les concepts que j'ai mobilisés pour ce travail. Alors, pourquoi je me suis intéressée à cette question? Quel a été mon point de départ? Donc, c'est important de revenir finalement, quand on fait de la recherche, de revenir finalement à la genèse, si je puis dire, au départ. Parce que, comme mon point de départ a été celui, je crois, de tout le monde, chercheur ou non chercheur, de ce que tout le monde peut voir, c'est ce qu'on désigne ordinairement comme la visibilité de l'islam. Donc, c'est vraiment ce qui a été mon point de départ. Je me suis aussi interrogée et j'ai aussi constaté dans l'espace public, à l'université aussi, une visibilité ces dernières années de plus en plus importante de l'islam. Alors, quelle visibilité? Bien sûr, celle des tenues, des aspects vestimentaires. Je vais continuer sans caméra. Oui, je parlais donc de visibilité, visibilité du voile, des tenues, bien sûr, mais aussi la montée des revendications identitaires religieuses liées à l'islam et l'imposition aussi au cœur des médias et du monde politique d'un problème de l'islam. Ça, c'est important, il me semble, de le souligner. Alors, pour comprendre ce que signifiait cette visibilité de l'islam, cette adhésion à l'islam de plus en plus visible, j'ai essayé de le comprendre en passant par une perspective historique. Et la perspective historique m'a menée à la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Alors, la particularité de cette marche, je ne reviendrai pas sur la marche pour l'égalité contre le racisme que les journalistes de Libération, entre autres, ont surnommé la marche des beurs. La particularité de cette marche, c'était la première fois que les descendants de l'immigration postcoloniale de culture musulmane se manifestaient dans l'espace public. Donc, on pourrait dire que ça a été la première visibilité positive de cette population. Et leur demande, la demande de la marche, n'était pas du tout d'ordre religieux identitaire, mais d'ordre républicain. Et j'insiste sur le terme. En effet, que demandaient les marcheurs? Ils demandaient ni plus ni moins que d'être reconnus comme des Français à part entière. Donc, une demande de reconnaissance citoyenne. Ce constat m'a conduit à formuler une question qui était aussi, me semble-t-il, un autre regard sur le problème. Alors, la question, c'était: comment est-on passé d'une demande de reconnaissance citoyenne aux demandes identitaires et religieuses?
Il y a donc rupture et continuité entre la marche et les revendications identitaires religieuses. Comment on peut comprendre cette apparente contradiction, donc rupture et continuité? Alors, comment je l'ai interprété? Alors, en recourant aux théories de la reconnaissance d'Axel Honneth, qui ont constitué mon cadre théorique, le cadre théorique de mon travail de recherche. Alors, je reviens sur la question de la rupture et continuité. Continuité, pourquoi? Continuité parce que les demandes de la marche pour l'égalité et contre le racisme étaient une demande de reconnaissance citoyenne, de reconnaissance républicaine. Et les revendications identitaires religieuses, on peut dire que ce sont aussi des demandes de reconnaissance. Mais rupture parce que la demande de reconnaissance s'est déplacée. Alors, faute d'avoir répondu à la demande de reconnaissance de la marche pour l'égalité contre le racisme, la demande de reconnaissance s'est déplacée vers le religieux, d'où rupture et continuité. Alors, pour bien comprendre ces ruptures et continuités, il fallait donc aller voir directement sur le terrain de ce qui se passait réellement, pour essayer de comprendre aussi ce qu'on appelait revendication identitaire religieuse. Donc, pour essayer de comprendre aussi comment a été vécu, comment a été perçu et pensé ce qui est devenu désormais le problème de l'islam, ce qui est imposé comme le problème de l'islam, tant aux familles françaises de confession musulmane qu'aux enseignants et enseignantes qui accueillent leurs enfants. Donc c'est pourquoi, là je vais m'arrêter quelques minutes quelques secondes sur ma méthodologie. J'ai choisi de procéder par entretien compréhensif, en leur donnant, si possible, une dimension qui tirait du côté des récits de vie. Donc, c'est important. Je m'arrête sur ma démarche méthodologique parce qu'il me semble important. Ce que je voulais comprendre, c'est ce que vivaient et ce que pensaient mes interlocuteurs. Donc, les enseignants, bien sûr, les responsables éducatifs et surtout les familles. Donc, il me fallait donc aussi un terrain approprié pour mes entretiens. J'ai choisi la ville de Vénissieux pour 2 raisons. Alors, la première raison, elle est historique et tient à la valeur symbolique de la ville de Vénissieux. En effet, c'est de Vénissieux qu'a été initiée la marche pour l'égalité contre le racisme. Et la seconde raison, c'est que Vénissieux est un territoire que l'on peut considérer comme représentatif des villes de banlieue dans lesquelles vit une importante population française de culture et de confession musulmane. Alors là, je fais une petite parenthèse, toujours méthodologique. Mon enquête est qualitative. Donc, elle ne prétend pas à la généralité, mais quand si je puis m'exprimer ainsi, mais quand on met bout à bout certaines enquêtes, on se rend compte que ce qui se passe sur le territoire de Vénissieux et aussi se révèle aussi sur d'autres territoires. Alors j'ai choisi, parce qu'il me semblait crucial d'entendre ces acteurs, qui sont les premiers concernés, donc les parents, les responsables éducatifs et les enseignants qui vivent et travaillent sur ces territoires et qu'on interroge trop rarement. J'ai donc choisi l'entretien compréhensif. Donc, c'est une méthode d'investigation qui prend en compte non seulement la parole, mais la vision que les acteurs ont de ce qu'ils vivent et de ce à quoi ils sont exposés. Alors, concernant les familles, je les ai interrogées d'une part sur leur histoire familiale, leur propre scolarité, celle de leurs enfants, bien sûr, et sur leur vision du territoire, et d'autre part, sur leur rapport à la laïcité, aux religieux, à la place qu'occupe le religieux, l'islam dans leur vie. Alors, pour le personnel éducatif, je me suis intéressée à leur vision du territoire, à leur perception des familles, à leur analyse de l'évolution de l'islam sur le territoire et plus particulièrement des conséquences de cette évolution sur l'école et la scolarité des élèves.
Alors maintenant, j'en viens donc aux principaux enseignements de cette recherche. Alors, le premier, il me semble un des plus importants, c'est la question du territoire et l'absence de mixité sociale. Donc, la relégation territoriale et l'absence de mixité sociale sont les problèmes de fond. Et on ne peut comprendre la place qu'occupe aujourd'hui l'islam dans certains quartiers, certains territoires sans s'y référer. Alors, il est important, et je souligne vraiment, que cette analyse est unanime et commune à nos différents groupes d'interlocuteurs. Les parents, les responsables éducatifs et les enseignants du territoire. Leurs propos convergent pour nous rappeler que sous la question de l'islam se trouvent les conditions sociales, l'enclavement territorial qui en sont en bonne partie le terreau. La question territoriale nous amène directement à la question communautaire. Les familles enquêtées sont les premières à dénoncer l'absence de mixité sociale et ethnique sur le territoire. De tous leurs propos, ce n'est pas un choix, cette concentration spatiale des minorités dans les quartiers populaires est le plus souvent subie. Elles aspirent donc, ces familles, fortement à la mixité et à être traitées à égalité avec les autres citoyens. On voit bien là que la demande de reconnaissance au sens citoyen du terme n'a pas complètement disparu. Et les enseignants eux-mêmes en ont parfaitement conscience. Comme l'illustrent ces quelques verbatims, je vais vous transmettre des propos d'enseignants. Donc, une enseignante à qui j'avais un entretien sur ces questions-là. Donc, elle explique, je la cite, ils se sentent rejetés, ils se ressentent pour se protéger, ça crée aussi une fermeture, ils sont encore plus critiqués, et c'est un cercle vicieux. Elle évoque aussi, cette enseignante, la mécanique du rejet qui mène au repli. Alors, je m'arrête un peu parce que comme il n'y a plus de caméra, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est toujours… Si, on entend bien. Oui, ça va très bien. Très bien, merci. Et donc oui, elle ajoute aussi, enfin en tous les cas, les enseignants sur le territoire. Là, je vais vous citer une enseignante parce que c'est quand même extrêmement fort. Mais bien sûr qu'ils sont enfermés, les Minguettes, ça reste les Minguettes. Alors, c'est une politique qui a été décidée. Donc, on voit bien que le regard des enseignants est aussi un regard d'étonnement par rapport à leurs élèves, ce qu'ils considèrent, eux, comme des quartiers ghettos. En fait, ce sont des quartiers qui sont rassurants pour les élèves. Ils y sont bien, ne songent pas à en sortir. Donc, on pourrait dire, en résumé, que si communautarisme il y a, c'est bien la constitution d'un entre-soi protecteur en réponse à une société, en tout cas, à un sentiment de rejet de la société. Alors, j'arrive maintenant à mon deuxième enseignement sur la question de la laïcité et du voile, qui est hautement d'actualité encore. Donc, en ce qui concerne les familles, toutes les personnes interrogées, quel que soit leur degré de religiosité, respectent la loi de 2004, interdisant le port de tenue et de signes ostensibles à l'école. Néanmoins, la laïcité est aussi l'objet d'une colère chez plusieurs de mes interlocuteurs et interlocutrices, liée à la conviction largement partagée que la laïcité ne vise rien d'autre que les musulmans. Et cela, quel que soit le degré de pratique des familles. Lors de mon enquête, j'ai pu constater comment la question du voile pouvait cristalliser le ressenti de la discrimination, fonctionner comme un symbole de déni de reconnaissance. Et ça, j'insiste, quel que soit le degré de religiosité, que ce soit des personnes enquêtées qui portaient le voile ou pas, quel que soit le degré de religiosité, cette question, en tous les cas la loi de 2004, a cristallisé ce sentiment très fort. J'en arrive à mon troisième enseignement qui me semble alors celui-ci extrêmement important. Je vais rester un peu plus longtemps dessus. C'est la question du retour à l'islam. Alors, est-ce qu'il y a réellement un recours à l'islam?
un retour à l'islam, pardon, ou bien plutôt un recours à l'islam. Donc c'est un fait, hein, il existe au sein des familles, des nouvelles générations, un développement de la pratique religieuse et une redécouverte de l'islam. Et j'ai préféré parler, moi, d'un recours, et je ne suis pas la seule. Hein, Nathalie Capco, dans son ouvrage L'islam, un recours pour les jeunes, parle aussi de recours. Et ce recours a plusieurs particularités. Alors, la première particularité de ce recours est un islam de requalification, un islam qui requalifie la personne elle-même. Et l'autre particularité qui s'impose aussi ici est une confirmation d'une problématique de la reconnaissance, mon cadre théorique. Donc cet islam recherché se présente comme un islam plus vrai, plus authentique, plus spirituel et plus savant. Un islam restauré. Donc la requalification de la personne et l'identité restaurée passe aussi par la requalification de l'islam lui-même. L'islam lui-même qui est ressenti par les personnes enquêtées comme un islam déqualifié dans la perception négative qui est dominante en France. Donc la majorité des parents, des familles que j'ai rencontrées ont refusé un islam traditionnel hérité des parents. Et c'est cet islam de reconstruction, de requalification qu'ils espèrent transmettre à leurs enfants et qui est l'un des centres de leurs préoccupations éducatives. Alors, cette démarche de requalification n'est pas d'abord d'ordre communautaire. Il s'agit d'une démarche personnelle, ou du moins individuelle, centrée sur l'accomplissement personnel. Donc, le niveau de religiosité, la pratique de l'islam est très lié à l'histoire personnelle de chacun. Ils s'inscrivent donc dans ce qui est une des valeurs du monde moderne, exister comme individu qui se développe et s'accomplit. Alors, un autre enseignement sur la question, la pratique de l'islam. Donc, j'ai découvert aussi un islam de couple. Et une autre marque de cette modernité est présente donc dans la manière dont cet islam restauré est vécu au sein du couple. Loin d'être comme la perception dominante de l'islam, comme le laisse entendre cette perception, un islam d'homme et d'une épouse soumise, il s'agit bien d'un islam de couple, du couple, vécu et porté en couple, dont il est le ciment moral et le cadre de vie. Donc, voilà le point sur lequel s'accordent aussi tous mes interlocuteurs et interlocutrices, le point de convergence de leur conception de l'islam et de ce qu'ils en attendent, un garant des valeurs morales, un cadre de vie, une philosophie. Et voir, moi, je dirais plus loin, un refuge, une protection pour eux et leurs enfants contre une société perçue en perte de valeur, perçue comme de plus en plus individualiste et dangereuse, et que mine la délinquance et la drogue. N'oublions pas que sur quel type de territoire j'ai fait mon enquête. Et ce sont des générations qui en connaissent et en ont vécu aussi les dégâts. Donc moi, il me semblait très important de m'arrêter sur la question de l'islam vécu comme cadre moral, parce que en tous les cas, tous les interlocuteurs que j'ai enquêtés, quel que soit leur degré de religiosité, il y avait des degrés extrêmement différents de religiosité, des pratiques aussi. Ils avaient un rapport avec l'islam vraiment comme cadre moral. Et là, on voit bien comment l'islam est interprété et mobilisé justement par rapport à, en tous les cas, une société que l'on sent en perte de valeur et ouais, je continue, pardon. Donc, alors, sur le 7e enseignement, donc, enfin, en tous les cas, un des derniers enseignements, c'est les parents face à l'école. On arrive à l'école. Donc, les parents qui sont issus de milieux populaires accordent encore une grande confiance en l'école. On peut parler encore de délégation de confiance, qui peut être parfois interprétée par le personnel éducatif comme de l'indifférence.
Cependant, un constat important à faire, à nuancer. Alors, je rappelle, les enquêtés, mes interlocuteurs et interlocutrices sont des descendants de l'immigration postcoloniale algérienne en particulier, et ils sont nés en France et sont allés à l'école française. Et donc, la nuance vient tout particulièrement du poids de l'orientation. Là, ça a été quand même une découverte pour moi importante sur la question de l'orientation, sur en tous les cas la vigueur et le ressentiment que j'ai constaté chez mes interlocuteurs sur la question de l'orientation, encore très vive. Et ça a été vraiment un enseignement important. Donc, dans mes entretiens, il était constamment question d'orientation subie, imposée. Donc, sur la question de l'orientation, j'ai vraiment eu des témoignages extrêmement forts. Donc, mes interlocuteurs, interlocutrices me disaient que c'est toujours nous, entre guillemets, qu'on envoie dans des filières de relégation. L'orientation est alors perçue comme faisant partie de ces dénis de reconnaissance dans un domaine essentiel pour accéder à la reconnaissance dans la sphère sociale. Donc, le souci principal de ces anciens élèves devenus parents est la réussite scolaire de leurs enfants. Et donc, le ressenti d'une discrimination dont l'orientation serait le bras armé est très vif chez ces familles. Donc là, j'ai quelques verbatim. Donc, le conseiller d'orientation nous a gâché quelques années. D'autres qui n'étaient pas maghrébins se sont retrouvés en chimie ou dans des bons postes, alors qu'ils n'avaient pas forcément de niveau. On s'est dit qu'on s'était fait rouler. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'avenir à Vaud. Les études n'ont servi à rien. C'était pour dire, vous finissez là-bas et vous verrez après. Et donc, à l'époque, explique-t-il, c'est un de mes interlocuteurs, nos parents disaient un peu oui à tout. C'était ça où j'étais déscolarisée. Donc, on voit bien ce poids de l'orientation et comment ce poids de l'orientation par rapport à leur propre vécu, la force qu'il a pris dans justement le suivi de la scolarité de leurs élèves. Alors, j'ai un exemple encore verbatim d'une famille, d'un couple. Donc, avec mon épouse, on a été vraiment derrière nos enfants, on s'est bien concerté. C'est la différence avec nos parents. Plus mon père qui parlait pas, puis mon père qui parlait pas tant que ça, et il travaillait beaucoup. Il était fatigué. Nous, on est là. On a eu certaines difficultés, mais on évite le piège qu'on nous a tendu. On n'est plus à l'école avec les professeurs. On est plus à l'école avec les professeurs, pardon. Nous, on est derrière nos enfants. Le dernier choix me reviendra. Ça a été un peu frontal au début. Il faut évoluer. Ils n'étaient pas habitués. Donc, je m'arrête sur ce « ils n'étaient pas habitués ». Donc là, c'est une mère de famille qui m'explique que finalement, quand elle allait rencontrer les enseignants, elle me faisait part de leur étonnement parce que, en comparant bien sûr avec ses propres parents lors de sa propre scolarité, d'où ils n'étaient pas habitués. Donc, elle m'expliquait que finalement, les enseignants avaient l'habitude d'avoir des parents qui suivaient plutôt leurs conseils, en tous les cas les choix scolaires. Et là, elle insistait pour me dire ils n'étaient pas habitués. La suite, c'est de dire nous, on est allé à l'école française, on est français et on se laissera pas faire. En gros, on voit bien comment l'orientation, le poids de l'orientation est extrêmement fort. Et ce qui m'amène à un des enseignements aussi, un constat que j'ai pu faire pendant cette recherche, c'est la question du clivage haineux. Ouais. Donc, pendant cette recherche, en tous les cas pendant mes entretiens, lors de mes échanges avec mes interlocuteurs et interlocutrices, il y avait ce clivage haineux. Quand les enseignants parlaient des familles, parlaient d'eux, nous, le corps enseignant, et la même chose du côté
des familles. Mais pour les enseignants, c'est un constat plutôt empli d'inquiétude devant le fossé que creuse pour eux l'enclavement du territoire et la disparition de toute mixité sociale. On en revient là, mon premier et le plus important, il me semble, enseignement, la question territoriale, la question de l'enclavement territorial. Et cette disparition de mixité sociale et qui creuse une sorte de, je dirais pas un fossé, mais qui forme une différenciation entre le monde des élèves et le leur, celui de l'école. Donc là, c'est du verbatim d'enseignants, j'ai quand même un fort sentiment qu'il y a très peu de jonction entre leur monde et le mien. Ces élèves n'ont en apparence aucune curiosité pour ce qui existe au-delà des limites du quartier, mais l'étranger leur fait envie. Donc ça, c'est intéressant. Je m'arrêterai un moment sur cette question de l'étranger leur fait envie. Alors, c'est quelque chose que j'ai constaté sur la question de l'étranger lors de ma recherche, quand j'interrogeais les parents sur, enfin en tous les cas, à la fin de la recherche, enfin à la fin de mes entretiens, je leur demandais mais qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants, et en fait, étonnamment, là pour le coup, j'ai vraiment été surprise, c'est que pas mal de parents m'expliquaient que finalement, ils souhaitaient pour leurs enfants de partir à l'étranger, de partir dans un pays où ils pourraient vivre leur islamité de manière plus libre. Et ça, c'est un constat qui a été que les enseignants aussi ont fait, le faisaient assez souvent. Les enseignants m'expliquaient que finalement, leurs élèves n'osaient pas sortir du quartier. Mais en fait, ils voulaient, en tous les cas, ils avaient un désir de partir à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater et qui m'a moi-même rempli, en tous les cas, d'étonnement. Pendant cette recherche, c'est vrai que c'est pas, je m'y attendais absolument pas. Donc le clivage eux et nous. Donc, est déjà un indice pour ce qui concerne une problématique de reconnaissance. J'en reviens à mon cas théorique. Cela illustre bien que le processus de reconnaissance implique la réciprocité. Le eux et le nous est bien le signe que cette réciprocité ne fonctionne pas. Donc, le clivage eux et nous dont font état les parents enquêtés, ce serait plutôt il y a un eux qu'ils ne veulent pas de nous. Donc, on est plutôt dans ce type de clivage. Pour revenir sur le clivage eux et nous des enseignants, c'est un clivage, c'est plutôt un eux et nous de désolation de la part des enseignants. Et celui des parents, c'est le eux qu'ils ne veulent pas de nous. Donc, verbatim de parents, enfin d'enquêter. À quel moment ils nous considérons comme français? Il faudra combien de générations? Pour eux, on restera toujours des Arabes. Là, il ne s'agit plus d'un constat, mais de la dénonciation d'une discrimination, d'un déni de reconnaissance. Donc, c'est leur situation gravement fragilisée et menacée de Français de confession musulmane dans la société d'aujourd'hui que ces parents laissaient transparaître. Alors, je vais revenir, j'en viens maintenant plutôt, à les deux termes, concepts que j'ai utilisés, requalification et ou reconnaissance. Alors, sous le terme de recours, deux concepts majeurs pour aller plus loin dans l'analyse. Donc, le concept de requalification, alors qui a été mobilisé par Nathalie Capco, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait fait une thèse en sciences politiques dans les années 2000, je crois,
et dont un livre a été tiré, l'islam, un recours pour les jeunes, et bien sûr le concept de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth. Sur le concept de requalification, Nathalie Capco a fait une recherche pour appréhender les bases sur lesquelles repose l'adhésion à l'islam des jeunes. Donc, elle s'est posé la question, pourquoi, comment et à quelle fin ces jeunes qui en étaient éloignés se tournent-ils vers l'islam? Et là, donc, elle emploie le terme de requalification. Je viendrai avant. Je vais d'abord donner un exemple d'une de mes enquêtées qui est un cas exemplaire de requalification. Alors, donc, je la cite. J'aurais pu faire de longues études, mais j'étais la première et tout de suite après, j'ai eu des petits frères, je m'en suis occupée. Quand on ne sait pas, c'est après en prenant du recul. Quand vous entendez des trucs, des conférences, vous vous en rendez compte, ça rappelle des choses, jeune, on ne sait pas. Je pense que nos musulmans, pour la plupart, ne connaissent pas leur religion, n'ont pas de diplôme, on n'a pas confiance en nous, on est dévalorisés nous-mêmes. Je cherche le musulman des Lumières. Donc, il y a 4 verbatims de cette interlocutrice et son cas est extrêmement intéressant parce que c'est une de mes enquêtées qui s'est non seulement intéressée à l'islam d'un point de vue religieux, spirituel, mais c'est quelqu'un qui s'est intéressé aussi. Elle parle, donc je la cite, je cherche musulman des Lumières. Elle s'est intéressée aussi à l'islam d'un point de vue philosophique, d'un point de vue aussi. Elle m'expliquait qu'elle allait à des conférences, qu'elle se cultivait. Donc, on est vraiment sur un cas de requalification assez exemplaire de requalification de l'islam et par l'islam. Et c'est intéressant parce que sur le concept de requalification, Françoise Gaspard et Farid Khosrowshavar, dans leur étude, ils avaient commencé à faire une étude. Ils avaient fait une étude dans les années 90. Je me souviens plus. Je crois que c'est les foulards de la discorde. Le livre qui en a été tiré avait justement avait fait une typologie des jeunes filles. Enfin, en tous les cas, des raisons du port du voile de certaines jeunes filles. Et dans cette typologie, il y avait aussi la requalification aussi de l'islam lui-même. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette parenthèse. Donc, pour revenir au concept de requalification, pour comprendre ce terme de requalification, il suffit de réfléchir à ce que peut signifier ce redoublement signalé par le préfixe requalification. Donc, s'il y a nécessité de requalifier, c'est qu'il y a déqualification ou encore disqualification. Donc, si on s'arrête à la définition du dictionnaire Larousse, nous tombons sur un premier sens basique, la qualification et l'attribution d'un titre, d'une qualité. Les autres définitions plus détaillées réfèrent au monde professionnel, au monde sportif, au monde juridique, etc. Donc, elles font également référence à un titre, à des compétences, à des normes. Requalifier, c'est aussi nommer différemment. La nomination n'est jamais un acte neutre. Le plan des valeurs n'est pas très loin. Ces considérations lexicales pourraient sembler nous éloigner du sujet, mais il n'en est rien, bien au contraire. Il y a bien dans la notion de requalification l'idée de monde et aussi de valeur. En maintenant la première définition, la qualification comme attribution d'un titre et d'une qualité, l'on peut dire que se requalifier, c'est accéder à ce titre et à cette qualité qui nous était refusée. Et même que l'on pensait ne pas avoir. Donc, se requalifier, c'est se réattribuer des compétences. Se requalifier, cela peut être se renommer, s'identifier autrement, voire se réidentifier en opposition à une identification imposée. Se requalifier,
Cela peut signifier, dans le cas qui nous concerne, choisir son identité et rejeter de celle qui nous est imposée. Donc, l'enquête de Nathalie Capco, sous le terme de requalification, donc, avance une explication qui retient l'intérêt. Elle prend en compte, en effet, la dimension axiologique du problème. Donc, faute d'être qualifié dans l'espace scolaire et dans l'espace social, faute que certaines qualités ou valeurs leur soient reconnues, certains jeunes chercheraient et trouveraient cette reconnaissance dans l'islam. Elle parle des jeunes par rapport à son enquête. Donc, ce processus serait d'autant plus efficace que l'expérience scolaire et l'expérience sociale seraient pour ces jeunes non seulement l'expérience d'une absence de qualification, mais plus profondément l'expérience d'une déqualification. De ce qu'Axel Honneth, dans la société du mépris, appelle un déni de reconnaissance. Toutefois, et là, je mets un petit bémol, il serait erroné de considérer toutes les manifestations ou revendications identitaires religieuses, notamment au sein de l'école, comme participant d'un processus de requalification par l'islam. Nombre d'entre elles, comme en témoigne nombre d'enseignants et acteurs de terrain, participent bien plus d'une posture revendicative que d'une affirmation identitaire ou religieuse. Ces élèves, en somme, s'emparent des motifs identitaires et religieux, moins pour eux-mêmes qu'en tant qu'instrument et stratégie dans leur contestation d'une institution scolaire perçue comme discriminatoire. Donc ça, c'est important, je m'arrête sur la question de la requalification pour bien expliquer que, en fait, il ne faut pas considérer toutes les manifestations et revendications identitaires religieuses, notamment au sein de l'école, comme participant d'un processus de requalification par l'islam. Et certaines d'entre elles s'emparent justement, et là je l'avais bien vu sur mon terrain, et avec les enseignants bien sûr, qui en étaient extrêmement conscients, s'emparent de ces questions religieuses pour avoir une posture revendicative. Et là, sur la question de la posture revendicative, je renverrai au sociologue Zirotti, qui lui, c'est le premier, enfin dans les années 2000, je crois, qui a théorisé cette posture revendicative qu'il avait constatée de la part de certains élèves et des élèves qui étaient issus de descendants de l'immigration postcoloniale et particulièrement d'élèves algériens. Et il expliquait que cette posture revendicative, ces élèves la développaient tout particulièrement pendant les moments, enfin les périodes où il était question d'orientation. Donc je trouvais intéressant de faire le lien entre les deux. J'en reviens maintenant au concept de la théorie de la reconnaissance. Donc finalement, pourquoi recourir à un autre concept, celui de la reconnaissance, quand finalement on peut se contenter du concept de requalification? Parce que en fait, il me semble que la puissance explicative de ce concept est beaucoup plus large et beaucoup plus englobante. Parce que ce concept permet d'intégrer un grand nombre des dimensions du problème de l'islam en France. En premier lieu, la requalification suppose donc une déqualification préalable, comme on l'a vu, ou au moins un déficit de l'image de soi, et donc un déficit de reconnaissance. Et il est important de s'arrêter sur une thématique en ce qui concerne la question de la reconnaissance. C'est le thème de l'intersubjectivité qui est notamment hérité de la philosophie d'Hegel. L'idée qu'en retient Axel Honneth est qu'un sujet ne connaît et ne s'approprie pleinement sa propre richesse, ne découvre les aspects de son identité propre, par où il se distingue sans nul doute possible des autres sujets, que dans le miroir de l'autre. On est bien là dans la question de l'intersubjectivité. En conséquence, la véritable reconnaissance est nécessairement
une reconnaissance intersubjective. Il ne peut être qu'un processus intersubjectif de reconnaissance mutuelle. Donc, ce terme mutuel est de la plus grande importance. Axel Honneth parle même de relations de reconnaissance réciproque. Ce n'est que dans la mesure où elles sont reconnues par les autres que les capacités et les qualités d'un sujet deviennent pleinement les siennes, qu'il existe pleinement à travers elles. Donc, le troisième point qui me semble important et absolument nécessaire à la compréhension de la théorie de la reconnaissance chez Axel Honneth, c'est qu'à l'origine de tout conflit social, il y a le sentiment et l'expérience de l'injustice et du mépris, la violation des principes intuitifs de la justice. Donc là, on en revient à la marche pour l'égalité contre le racisme. On est complètement là dans les demandes de reconnaissance. Donc là, on est dans ce qu'appelle Axel Honneth, donc le sentiment et l'expérience de l'injustice et du mépris. Donc, comment la théorie de la reconnaissance éclaire la question de l'islam? Alors, le lien établi entre la revendication de justice et la demande de reconnaissance éclaire la signification et l'importance de la marche pour l'égalité contre le racisme. Donc, cette marche ne revendiquait pas seulement un traitement juste, elle incluait une exigence d'être reconnue à part entière dans sa dignité d'homme. Une telle demande porte sur une reconnaissance qui peut être qualifiée d'universelle. Donc, la théorie de la reconnaissance éclaire, explicite les conséquences des dénis de reconnaissance. Donc, l'expérience du mépris ne peut être sans conséquence sur l'estime de soi. Il faut bien trouver la reconnaissance ailleurs. Donc, la demande se déplace, on en revient aux revendications identitaires religieuses. Donc, quand elle émerge, elle n'est pas une demande d'identitaire. Un déni de reconnaissance peut conduire à un déplacement identitaire de la demande. Donc, l'absence d'une réponse à la hauteur de la demande égalitaire et citoyenne par la marche peut ainsi expliquer le processus de requalification par l'islam.